Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a créé beaucoup de réactions au cours des dernières semaines. Il s'agit de séances de prière qui ont eu lieu à Montréal. Une première en plein cœur de la ville, au coin de Stanley et Sainte-Catherine. Alors, il y a des gens d'origine musulmane qui ont commencé à prier. Ça a été filmé, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Des centaines de gens ont réagi. J'ai reçu des courriels du monde qui dit bon, mais ça n'a pas de bon sens de faire ça, on est une société laïque. Et voilà que quelques jours après, on apprend que dans un parc du quartier de Huntsic à Montréal, il y a eu encore la prière publique et ça avait été avalisé par les autorités municipales. On avait donné des permis, c'était donc légal de le faire. Ça donc occasionne une réflexion à faire. Il y a eu tellement de commentaires différents ici et là que, bon, mais il fallait que je choisisse un angle. Et j'ai choisi un angle en recevant un courriel d'une femme qui est d'origine iranienne, qui a pratiqué quand elle était là-bas en Iran. Elle est maintenant au Québec et elle dit ce n'est pas la bonne voie que de laisser la religion prendre tant de place sur la place publique, justement. Avec moi, Madame Mandana Javan. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, puis très honorée d'être avec vous aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Avant de parler de ces séances de prière, là, vous avez pris une position assez ferme sur X là, que j'ai analysée. Parlez-moi de votre parcours. Vous êtes né donc en Iran. Oui, je suis née juste quelques mois après la révolution de 79, révolution islamique. Donc, j'ai grandi, j'ai été élevée dans une société, dans un système éducatif de réislamisation intensif, de haut en bas. Donc, c'était les autorités, le gouvernement qui imposait à la société. Alors, voilà pourquoi ma génération, on a plus de conscience, plus de sensibilité, plus de connaissance de tout ce qui est l'islam, l'islamisme et le processus de islamisation et réislamisation. Plus que vos parents, parce que vos parents n'étaient pas pratiquants, c'était dans le temps du Shah d'Iran, une société plutôt laïque, avec une société civile assez pointue, techniquement très développée. Arrive donc la révolution islamique. Et donc, vous dites, moi, je deviens plus pratiquante et plus collée sur ma religion que mes parents. Absolument, absolument. En fait, ce qui était fascinant, c'est que moi, dès le début, des primaires, je rentre avec le hijab à l'école. J'avais rien vu comme enfant d'autre monde que ça. Alors, ça devient quand c'est normalité, on l'accepte sans se poser la question. Alors, je rentre, puis à l'école, on a des cours, beaucoup d'heures par semaine, des cours sur l'éducation islamique, sur les cours coraniques, sur l'enseignement islamique. Donc, ma génération, nous sommes nés là-dedans, tandis que nos parents ou nos grands-parents, c'était des musulmans de culture. C'était parce qu'il y avait des traditions dans la société, parce qu'il y avait des coutumes à faire qui étaient des musulmans. Mais nous, on est rendu des générations où on connaît très, très bien tout ce qui est la religion, la partie spirituelle, ainsi que l'idéologie, les textes, le Coran. Mes parents, ils peuvent pas lire le Coran. La plupart des Iraniens et des anciennes générations, ils sont incapables de lire le Coran parce que la langue en Iran, c'est Farsi. La langue arabe, c'est beaucoup plus complexe pour nous autres. C'est pas donné à tout le monde, mais à partir de ma génération, c'était à l'école que nous, on a appris, en fait, la langue arabe, puis comment lire le Coran, puis faire des prières. D'ailleurs, avant que je commence l'école, moi, je connaissais pas c'est quoi Ramadan. Je connaissais pas les fêtes religieuses, comme la plupart des Iraniens. Parce que vos parents étaient pas au courant de ça. Mais parce que les gens, ils pratiquaient pas. Il y avait quand même des gens qui pratiquaient, mais c'était pas quelque chose imposé par le gouvernement que pendant Ramadan, tu peux manger à nulle part. Puis je me souviens, dans mes années d'école, moi, j'étais obligée d'aller manger dans les toilettes pendant le mois de Ramadan, comme des millions d'autres personnes, parce que c'est vraiment interdit. Tandis que dans le temps avant la révolution islamique, ça,
genre de pratique autoritaire, ça n'existait pas. Donc, moi, comme un enfant, je commençais à pratiquer, je faisais mes prières, je gardais mon hijab parce que j'ai été comme endoctrinée, si on peut dire, à l'école, ce qui inquiétait énormément mes parents. Alors que le foulard n'était pas porté par vos parents à l'époque, avant la Révolution. Exact. Vous, on vous montre ça à l'école, puis c'est normal, il faut s'habiller comme ça. On mange pas quand on n'a pas le droit de manger, puis on mange quand on nous le dit. Donc, vous êtes... Et c'est l'inverse de la société d'ici, où c'est les parents qui ont été plus catholiques, puis les enfants ont un peu tassé la religion. Vous, c'est un peu l'inverse. Oui, c'est ça. En fait, dans toutes les sociétés qu'on voit la réislamisation, c'est ça qui arrive. En fait, si vous voyez les plus jeunes, même en Algérie, au Maroc, quand on voit dans les universités, on voit les parents, même ici, des fois, il y a des parents de culture musulmane qui ne sont pas pratiquants, qui ne portent pas le hijab, tandis que c'est leurs enfants qui vont aller se coller à ce genre de pratique-là, un peu comme une affichage identitaire, si vous voulez. Donc, je me réapproprie ma culture. Il y a des jeunes au Québec comme ça, ils vont dire, je veux me réapproprier ma culture iranienne ou arabe ou quoi que ce soit en étant plus religieux? Mais je ne peux pas dire que c'est vraiment la culture arabe. C'est une invention, c'est quelque chose qui a pas de tant d'histoire dans nos sociétés. Si vous allez voir les vêtements traditionnels des femmes pakistanaises, afghans, en Afrique du Nord, on voit pas le burqa puis le niqab. Ça, c'est des choses qui est arrivées, je vous dirais plutôt après la guerre froide, quand les Américains ils se sont rendus compte qu'il faut utiliser la religion pour faire stopper l'Union soviétique. Et ça a été idéologisé dans les années 30, 40, 50 par Qutb et l'autre Hassan al-Banna, les frères musulmans, et aussi par les islamistes chiites iraniens comme Dr Shariati, comme les intellectuels. Donc, c'est relativement nouveau dans l'histoire de la religion, dans l'histoire de l'islam. Exactement. Okay. On peut dire que c'est un peu plus ancien en Arabie saoudite. Ça a commencé d'être pratiqué dans les années 20. Après la défaite des Ottomans, les Britanniques, ils se font approcher. C'est ça. Après, ils l'ont approché la famille Al Saoud, qui était des Wahhabites. Puis, c'était les premières polices de morse. Ça a été formé dans les années 20 en Arabie saoudite pour faire ce que la police de morse fait aujourd'hui en Iran. Mais avant 1920, même en Arabie saoudite, ça n'existait pas ce genre de pratique. Alors donc, il y a cette révolution-là chez vous en Iran. Vos parents sont plus ou moins pratiquants. Vous pratiquez pas mal, puis vous acceptez les préceptes de la religion. Qu'est-ce qui fait qu'on se reparle ici au Québec? Qu'est-ce qui fait que vous quittez? Ouais. Que vos parents ont quitté avec vous? Comment ça s'est passé? Non. En fait, ma famille n'a pas quitté. Moi, ayant été une fille assez rebelle, qui s'exprimait, qui acceptait pas tout, qui se posait des questions, même pendant, en fait, dans mes cours religieux, je posais toujours des questions, puis j'avais toujours des réponses que, mais tais-toi, c'est comme ça. Alors, même si j'étais pratiquant, je restais quand même un enfant critique envers la religion. Mais il y avait des points qui m'a fait réaliser des choses. Par exemple, en islam, on dit, il y a un verset coranique qui dit « Illa bi zikrillahi tatma'innal qulub » dans le sens que c'est juste les humains qui pensent à Allah, dans le sens qu'ils disent le mot Allah dans leur tête, qui vont avoir la paix d'esprit. Et je me souviens, même si je suis devenue critique, que j'acceptais pas toutes les injustices sociales envers les filles, envers les femmes, quand je suis arrivée ici au Québec, les premiers jours, j'étais carrément choquée de voir que les gens sont en paix, puis de réaliser qu'ils m'ont menti en Iran. Mais ça, OK, c'est une fois en arrivant au Québec, mais qu'est-ce qui fait que vous partez d'Iran, là? Ouais. Vous avez quel âge d'abord? Moi, j'étais au début de vingtaine, on peut dire 22 ans, 21, 22 ans quand je suis arrivée ici avec un visa de travail. OK. Vous veniez ici parce qu'on donnait des visas qui faisaient que vous pouviez dire, je vais revenir, là.
Vous n'étiez pas parti avec l'idée de revenir ou pas? Je vais vous partager quelque chose. J'avais 1 an de différence avec mon frère. On était dans la même garderie qui est devenue prématernelle pour moi. Et je me souviens quand j'avais 5 ans, à un moment donné, il y a eu un décret gouvernemental dans les garderies qui disait les filles, ils ne peuvent plus aller dans la piscine. Et la piscine est réservée aux garçons. Et mon frère était, moi je l'appelais toujours un poule mouillé parce que c'était pas un gars courageux, il pleurait, il voulait pas rentrer dans la piscine. Mais moi qui étais une fille de 5 ans, je mourais pour aller dans la piscine, mais j'avais pas le droit. C'était là que les adultes, ils m'ont parlé, ils m'ont fait comprendre, t'es une fille. Quand tu es née une fille, il y a plein de choses que toi, tu vas pas avoir le droit de le faire, que les gars, ils ont le droit de le faire. Et c'était là que j'ai réalisé que ça ne fonctionne pas avec moi. Moi, je veux être libre et je veux expérimenter la vie comme mon frère. Pourtant, je voyais mon frère qui ne voulait pas expérimenter parce qu'il était moins courageux que moi. Et ça m'a cliqué quelque chose. Mais après ça, vous grandissez. Par exemple, on allait au parc. Moi, je n'avais pas le droit de me balancer au parc comme enfant. Et ça me brûlait. Une des choses... Les filles n'avaient pas le droit. C'est ça. OK. Et une des choses qui me brûlait énormément comme enfant, je voulais me faire balancer. Et les 2 premières années que je suis arrivée ici au Québec, les 2 premiers étés, j'ai passé mon temps à me balancer dans le parc. Même dans la vingtaine. C'est ça. C'est ça. Puis des fois, sincèrement, je vois les femmes musulmanes, je vois les femmes d'origine iranienne qui sont en train de se balancer dans les parcs. Puis je dis, oh my God, je comprends ta douleur. Parce que on peut pas, il nous prive de tout dans la vie quand on est femme. Alors, on peut avoir, j'avoue que si j'ai été si forte dans la vie, ma foi, même maintenant malheureusement je ne l'ai plus, ça m'a aidé beaucoup pour avancer dans la vie parce que moi, j'ai décidé de me mentir que le Dieu est gentil puis il est différent de ces gens-là. OK. Il y a un Dieu, effectivement, mais c'est pas nécessairement comme ça qu'il pense. C'est ça. Fait que moi, peut-être c'est une genre de... en anglais, on appelle ça self-deception. Ça veut dire mentir à soi-même pour sauver. En québécois, on dirait se péter de la boue. S'auto-péter de la boue. C'est ça. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la jeune fille que vous êtes, là. 19, 20, 21 ans. Vous étudiez quand même, parce que les femmes ont le droit d'étudier. Vous avez quand même ce droit-là. Absolument. Et vous devenez des études haut de gamme, là, quand même. Oui. J'ai étudié physique à l'Université de Téhéran, qui est l'université le plus prestigieuse en Iran. Donc, c'est pas anti-femme tant que ça, si vous avez le droit d'étudier. Non, parce que d'ailleurs, c'est pour ça, des fois, j'aborde ce sujet-là, qu'en Iran, par peut-être la différence culturelle qu'on a avec les Arabes, les femmes, ils ont eu toujours une place assez importante puis assez imposante. Donc, même dans le temps de Shah, on avait des femmes qui étaient des ministres, qui étaient des grands juges de cour supérieure. C'était juste après qui est rendu comme ça. Alors, non, il n'y avait pas de limite. Mais par contre, en Iran, on rentre dans les universités par un concours national. Donc, il y a, par exemple, 1 500 000 qui vont aller dans ce concours-là. Puis, au bout de ligne, il y a 100 000 qui vont avoir le droit de rentrer dans les universités. Mais depuis la révolution islamique, avec les années, on a vu que de plus en plus, les gens qui sont plus compétents scientifiquement, qui passent le concours, sont des filles. Alors, à un moment donné, on est ramassé à 85 % des filles dans les universités. Fait que le Parlement, il a rentré, il a dit non, on va mettre une limite, 50 % toujours les gars, puis 50 % les filles, même si les filles sont plus compétentes. Fait que, et en général, études universitaires, puis études, c'est très, très valorisé. Vous le savez, l'Iran, c'est le pays qui a inventé la mathématique, trigonométrie, astronomie. Donc, il y a beaucoup de valeurs culturelles très, très enracinées en Iran par rapport à tout ce qui est l'étude, un peu comme Inde, en Chine. Donc, vous dites, nos racines culturelles faisaient en sorte que même
sous un gouvernement islamique, on pouvait aller à l'école. Ils ont corrigé le tir à un moment donné en arrivant à moitié-moitié. Mais qu'est-ce qui fait? Moi, je reviens à ma question de base. Qu'est-ce qui fait que la jeune femme que vous êtes décide de quitter? Oui, fait que moi, j'ai été une fille quand même assez travaillante et j'ai pu rentrer à l'Université de Téhéran puis étudier dans ce que j'adorais, qui était la physique, parce que j'adore la philosophie en général. Puis, comme maintenant, je m'intéresse aux philosophies politiques ou tout ce qui est sociologie, à l'époque, je m'intéressais à la philosophie des lois naturelles. Fait que, et j'étais très fort en mathématiques. Fait que j'ai étudié la physique, mais puisque j'étais à l'Université de Téhéran, qui est le centre des activités politiques en Iran, alors j'étais engagée dans certains mouvements, comme le premier mouvement qui est arrivé 2 ans après la présidence de Khatami à l'Université de Téhéran, où il y avait beaucoup de mes amis de l'école qui ont été abattus, tués, qui l'ont, en fait, c'était le Sepah, le corps de gardiens de la Révolution, ainsi que Basij, qui sont des forces arbitraires qui l'ont attaqué un dormatoire de l'Université de Téhéran, puis ils l'ont massacré, les jeunes. Parce que vous étiez dans les contestataires. C'est ça, exactement. Alors, là-bas, la contestation, c'est c'est ça, c'est l'exécution quasiment. Donc, vous êtes parti parce que vous aviez peur de connaître ce sort-là? Non, j'avais pas peur. C'est juste que je trouvais que je vais perdre ma vie parce que je voyais que j'ai une vie à vivre, vous comprenez? Et je suis quelqu'un qui, depuis que j'étais tout petit, la seule volonté que j'avais, c'était vivre la liberté. Pour moi, ma vie et ma liberté, c'était quelque chose de très important. Ici, peut-être, on réalise pas qu'une petite fille de 4-5 ans ou même une adolescente de 15 ans qui met le hijab, ce n'est pas vraiment son choix, on enlève sa liberté, mais elle n'a pas le choix parce que c'est la famille. Donc, moi, qui voulais avoir cette liberté-là, puis aussi le respect, parce que je me souviens, à un moment donné, j'étais très travaillante avec 2 de mes professeurs universitaires. On est allé on appelle ça l'Organisation de l'énergie atomique iranienne, qui est à Téhéran, collée à côté de faculté de physique de l'Université de Téhéran. Alors, moi, j'avais développé un projet d'accélérateur d'électrons. Alors, on est allé présenter le projet aux scientifiques de cette affaire atomique-là. D'ailleurs, le monsieur, un des ingénieurs qui a été tué par les Israéliens était mon professeur, Dr. Ali Mohammadi. On est allé présenter, puis au bout de ligne, les messieurs qui étaient assis, ils m'ont dit, mais c'est bien beau, tout est parfait, mais on ne peut pas le prendre, c'est une femme. Ah ouais? Oui. Ah, ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Là. Bon, même à ça, je réalisais pas tant, mais j'avais 2 professeurs qui étaient des étudiants, des anciens étudiants de Hawking à Oxford. Ah, de Stephen Hawking. Et Stephen Hawking. Et ces 2 hommes-là qui m'ont parlé, qui m'ont poussé à sortir l'Iran. Et ils m'ont dit, Mandana, ça se fait pas ça. On peut pas dire. Parce que moi, une femme qui est née là-dedans, qui fait partie de la normalité, la banalisation de la société qu'une femme n'a pas de valeur, si tu es une femme, tu n'as pas le droit. Moi, encore, je voyais pas ça. Ça faisait partie de mes normalités. Mais ces 2 hommes âgés-là qui avaient étudié à Oxford, en Angleterre, c'était aux autres qui m'ont sensibilisée. Et je me souviens, dans ces années-là, l'Internet, ça se trouvait pas à toutes les maisons. Fait que pendant l'heure de dîner, ces 2 hommes-là, ils me prêtaient leur ordinateur à l'université pour que je fasse des applications. OK, donc ça prend un permis pour sortir, par exemple. Là. Oui. Et si vous l'ont donné, si les autorités iraniennes vous ont donné le permis, c'est qu'ils pensaient que vous alliez y revenir? Non? Non. L'autorité iranienne, à date, c'était pas comme ça. Maintenant, la loi a changé. À date, si vous êtes une femme mariée, ça prend toujours l'autorité de votre mari de pouvoir de sortir du pays. Mais là, vous n'étiez pas mariée? Non, j'étais pas mariée. Et mon père, il croyait que pour que je puisse sortir du pays, ça me prend l'autorisation de mon père, mais à date, c'était pas le cas. OK. À cette époque-là, on n'avait pas besoin de ça. Aujourd'hui, on en aurait besoin. Je le sais pas. Okay. Sincèrement, j'en suis pas sûre.
Mais c'est parce que c'est surprenant, parce qu'on a toujours l'impression, quand on regarde les films, on lit des romans, que sortir de là, c'est un... Mais l'affaire, c'est qu'il faut avoir, c'est pour ça qu'on étudie si fort, parce que, ou bien il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir sortir, ou il faut avoir des études pour pouvoir sortir. Parce qu'il faut revenir sur cette réalité-là que les Iraniens, ils ne sont pas des gens qui vont aller, mettons, immigrer dans un autre pays dans des situations qui va être difficiles économiquement. Il y a une genre d'orgueil peut-être national chez les Iraniens, ou bien je dois avoir l'argent, ou bien je dois avoir des études pour que quand j'arrive là, je ne vais pas tomber dans l'embarras, vous comprenez? Donc, la fierté nationale, c'est qu'elle ne vivra pas aux dépens de personne, on va être capable de se faire vivre à l'extérieur. Absolument. Et si ce n'est pas le cas, ils ne vont pas sortir. OK. Donc, vous sortez, vous avez quel âge? 21 ans. 21 ans. C'est quoi le choc culturel quand vous arrivez ici, là? Qu'est-ce qui vous marque le plus? Oh my God! Ce que ça marque, le choc culturel, c'est... je dois avouer, parce que j'ai sorti avec le Québécois et j'ai remarqué que le patriarcat était plus fort qu'en Iran. Ah ouais? Moi, j'ai remarqué que en islam, en islamisme, chez les musulmans, on a beaucoup de misogynie. Mais pas autant du patriarcat quand on compare avec le catholicisme. Ah ouais, peut-être. Ouais. Donc, comment ça fonctionne au niveau de misogynie en islam? C'est qu'il y a des pyramides hiérarchiques des femmes qui entretiennent, qui maintiennent, qui transfèrent les valeurs de misogynie à leurs garçons. Mm-hmm. Et quand, par exemple, quand vous êtes marié, vous êtes toujours abattu par la volonté de votre belle-mère, les sœurs, vos belles-sœurs, et toutes les femmes qui sont de côté de la famille de votre mari. Mm-hmm. Et les hommes, ils ont cette croyance-là que même si je suis mariée, il faut que j'écoute juste à ma maman. Ah ouais. C'est ça. Donc, les hommes, ils deviennent des outils automatiques, des bras exécutifs sans qu'ils pensent pour leur mère. Ils sont conditionnés par les madames. C'est ça. Mais exactement. Au Québec, c'est quoi donc? Mais au Québec, j'ai trouvé que, oh my God, c'était patriarcat. L'homme, c'est le boss. Ah ouais? Pourtant, on a l'impression qu'on est une des sociétés les plus égalitaires, les hommes, les femmes. Mais oui, on reste toujours égalitaire, mais il faut dire que moi, j'ai pas sorti avec tous les gars québécois non plus. Là, je suis sortie peut-être avec 3. Puis il y a une tendance aussi que les Québécois qui sont un peu plus peut-être avec cette tendance-là, ils vont aller vers des filles d'origine musulmane ou asiatique. Ah, peut-être. Parce qu'ils pensent que on peut avoir parce qu'ils sont de nature soumise, ce qui est complètement... Mais le fait qu'il y ait moins de religion, ça vous a pas frappé de voir qu'en arrivant, là... Mais parce que on s'attendait à ça. Ah, okay. En fait, on rêve à ça, on s'attend à ça, mais je dois avouer qu'en Iran, on a peut-être une dizaine de villes dans tout le pays qui commencent par 100 ou sainte. Mm-hmm. Mais l'effet, quand on arrive ici, les Iraniens, c'est le cas, quand on voit toutes les villes, c'est 100 saintes. 100 saintes. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque. C'est sûr que moi, je viens d'une société qui était... on avait des polices de morse. Ici, il n'y a pas de police de morse. Mais ça prend des années avant que tu puisses accepter dans ton inconscience qu'il n'y a personne qui te surveille. OK. Donc, on est tellement conditionné par notre façon d'être élevé que quand vous êtes arrivé ici, vous avez vu les polices partout ou quoi? Non, mais on dirait que parce que c'est comme une fantôme qui vous suit partout. OK. Donc, vous dites, je m'attendais à la liberté, que la religion serait moins omniprésente. Comment vous avez réagi? Vous me disiez tantôt, quand je vois des jeunes filles qui portent le voile, j'ai l'impression que c'est seulement pour faire comme leurs parents veulent. Or, elles, moi j'en ai eu quelques-unes en entrevue, elles disent tout le temps, ben c'est moi qui décide, là. Puis ça va à l'encontre un peu de ce que vous me disiez tantôt, là. Mais ça dépend. Ça dépend. D'habitude, les femmes qui portent le hijab, puis qui sont dans les premières générations de l'immigrant,
ils ont ce désir-là d'être libre, puis de s'habiller librement. Mais je ne parle pas de troisième, quatrième génération qu'on voit un peu ce qui se passe dans les pays européens en France, que sont des filles qui embarquent dans un mouvement identitaire où ils vont aller chercher des privilèges, que ça soit social, qui vont se faire remarquer en faisant ça. Vous comprenez? Il faut faire la différence. Je connais des filles d'origine musulmane ici, des femmes, qui l'ont décidé d'enlever le hijab. Mais la pression communautariste était tellement énorme donc, qu'ils ont fini des compatriotes par qui sont ici aussi disent ça n'a pas de bon sens que tu n'aies pas de foulard, ou c'est ça? Ou... C'est pas des compatriotes, c'est plutôt des rassemblements communautaristes où les gens, d'ailleurs, c'est le multiculturalisme canadien qui donne la naissance à cette culture de communautarisme-là, où on ramasse les gens de même origine. Par exemple, on donne des ressources communautaires à la mosquée. OK? Donc, les gens, quand ils arrivent, on les envoie, on dit, il y a telle mosquée dans votre quartier, il va s'en occuper de tout. Et les ressources sociaux qui devraient, par exemple, la dame est enceinte, par exemple, il veut avoir des affaires pour son bébé, c'est des madames peut-être d'origine québécoise qui sont à la mosquée, vous comprenez, mais qu'elle va se déplacer à la mosquée pour aller chercher. Vous dites que le gouvernement passe par la mosquée, donc considère que c'est une structure, au fédéral, Ouais, c'est une structure adéquate là, pour entrer en contact. Pour toutes les, en fait, même pour les Français qui sont sur plateau, j'ai eu des amis français qui disent quand on immigre, dans nos papiers du fédéral, directement, ils vont nous envoyer, regardez, c'est dans ces quartiers-là qu'il y a plus de Français, ici, c'est des affaires. Ils nous réfèrent vers les ressources des Français de la France. On ne favorise pas l'intégration, mais on favorise les... Ça, c'est ça. Ghettoisation, ça, c'est le multiculturalisme parce que c'est des mosaïques séparées, chacun dans son Ça, c'est ce que Justin considère comme étant le Canada, son père aussi. Alors, votre réaction, là, si je vous ai fait venir, c'est pour mieux comprendre la position en ce qui concerne la prière, parce que il y a des gens qui disent c'est un droit de pouvoir prier dans la rue, prier dans un parc. C'est vrai que c'est difficile à contrôler. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de jouer de la musique? C'est difficile d'interdire les rassemblements. Comment vous réagissez, vous? Parce qu'il y a plein de Québécois qui disent « Hey, on ne veut pas de religion, on s'est débarrassé de notre religion catholique, on ne la voit plus, on ne veut pas voir les autres religions. » Vous, comment vous réagissez quand vous voyez ça? Bon, premièrement, sur la question de droit d'expression religieuse, moi, je pense qu'il faut que la société québécoise se mette des limites. Parce que ça se peut pas qu'on puisse se permettre d'avoir, au nom de la liberté d'expression, des scènes que moi, je qualifie comme une femme de culture musulmane qui est passée par là, que je qualifie non civilisée. Les hommes à l'avant, les femmes à l'arrière, les femmes, ils portent tous, ils sont en voile, les petites filles de 5-6 ans aussi, puis on sait que c'est un symbole d'obscurantisme, c'est un symbole de soumission, c'est un symbole... Alors, cette liberté d'expression de telle envergure au niveau collectif qui donne une image de la société québécoise au niveau même international... il y en a partout, justement, au niveau international. Je vois qu'il y en a en Angleterre, il y en a en France, il y en a partout. Oui, mais en France, en fait, les autorités... D'ailleurs, on voit qu'est-ce que ça donne en France quand les autorités puis les politiciens, ils n'ont pas écouté le peuple. Alors, on voit un déchirement dans la société française. On voit ces jours-ci, qu'est-ce qui se passe en France, que les gens, ils étaient obligés de saisir les politiciens en les basculant les votes vers ce qu'il appelle l'extrême droite, que je ne sais pas si l'extrême c'est un bon mot, mais à un moment donné, il faut écouter les gens. Je comprends que, par exemple, au niveau d'administration de la Ville de Montréal, il y a certaines idéologies, il y a certaines tendances, il y a plus d'approches comme ça au nom de inclusion, mais justement, ils ne pensent pas que c'est l'espace public-là qui est qui est financé par le public, va être exclu
il va exclure, quand on fait la prière islamique là-dedans, les autres citoyens. Il y a deux réalités. Il y a deux réalités. Parlons d'abord de cette première manifestation qu'on a vue là, à nauséam. Moi, j'étais sur les réseaux, j'avais juste ça, là, puis j'ai eu un tas de courriels. Nous a-t-on dit spontané, c'est-à-dire c'est au coin de Stanley et Sainte-Catherine. Il y a des gens qui, avec ce qui se passe à Gaza, font des manifestations pro-palestiniennes à Montréal et on dit, bon, mais il y a quelqu'un qui commence à faire la prière, les autres le font. Vous achetez ça? Vous voyez ça comment? Est-ce que finalement, si spontanément quelqu'un entreprend quelque chose, les autres veulent le suivre, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Il faut aller vraiment vers les racines idéologiques de prière collective en islam. Vous le savez, il y a un principe que la prière collective, c'est intimidant pour les mécréants. Ça les saisit, ça montre notre force de solidarité. Alors, c'est une geste purement politique et idéologique, les prières collectives. Nous, quand on était enfants à l'école, les fonctionnaires d'État en Iran, même aujourd'hui, ils sont obligés d'aller assister dans les prières collectives parce que ça fait partie des outils de propagande islamiste pour montrer aux Occidentaux que regardez comment on est solidaire, puis comment notre nation y prône pour l'islamisme. Donc, quand vous allez dans la philosophie de prière collective de ce genre-là, il y a une idéologie derrière ça, que plus on est nombreux, plus on va intimider les mécréants, plus on va... C'est une stratégie de dissuasion non militaire pour le faire entendre que, regardez, on est nombreux, restez tranquille, si vous voulez avoir la paix, restez tranquille. Mais si on ne dit rien, on va perdre notre liberté. Mais là, c'est quelques dizaines de personnes, peut-être, mettons, une centaine. Mais parce que le problème, c'est la banalisation qui va finir par la normalisation et qui va finir par quelque chose qu'il faut qu'il soit là. Et nous, en Iran, depuis 45 ans, c'est ça qu'on a vécu. Au début, quand la révolution islamique a été faite, Khomeini a dit « il n'y a aucune question de hijab pour les femmes ». Il y avait plein de femmes sans hijab qui ont fait la révolution islamique, qui ont voté pour la révolution islamique. C'était un an après qu'ils ont commencé d'agresser les femmes sans hijab dans les rues, puis à un moment donné, 2 ans après, il est rendu la loi. Avec les gardiens de la Révolution qui vérifient si vous avez le foulard ou pas. C'est ça. Ouais. Donc, tout ça se fait tranquillement, puis petit à petit, par la banalisation. Comme les scènes que je vois dans les mêmes prières collectives, que ça soit pour le Gaza ou que ça soit dans le parc pour la fête de Al-Adha, vous voyez des enfants de 4-5 ans qui sont en train de faire la prière. Mais si on va à l'église, on voit des petits enfants qui vont se faire baptiser ou je ne sais pas quoi là, chez les catholiques. Là. Oui, mais Église, ce n'est pas le même argument parce que le christianisme a dépassé cette évolution historique dans les sociétés humaines de se mêler en politique. Ce que l'islam n'est pas encore arrivé. C'est ça, c'est une déclaration politique et c'est ce qui fait réagir. Moi, c'est ce qui m'a fait réagir, c'est que c'est comme un statement, là, officiellement. Là, on dit, bon, ben, voici ce qu'il en est. Nous sommes là, mais en même temps, ça arrive, et c'est des gens qui sont réunis là, dans le coin de Stanley puis Sainte-Catherine parce qu'il y a ce qui se passe à Gaza. Eux, ils veulent défendre les Palestiniens qui sont généralement d'obédience musulmane. Puis ils se disent, bon, ben faisons une prière en même temps. Comme si tu vas aux États-Unis, là, tu sais, des fois, il y a le pasteur qui, lors d'un rassemblement public, finit par faire une prière. Bon, premièrement... Je comprends et j'apprécie énormément ça parce que vous me ramenez à quelque chose de très intéressant. Il faut savoir que c'est pas ces gens-là, les musulmans-là, qui font ça. Il y a une grande partie, justement, des politiciens chrétiens, occidentaux, québécois, qui sont en appui derrière ces gens-là. Et pourquoi aux autres, ils font aucune campagne pour le 500 000 morts en Ukraine, 500 000 morts en Syrie, 366 000 morts en Yémen, 165 000 morts des civils en Afghanistan, mais
les statistiques, ils disaient 35 000 morts civiles en Palestine, mais 15 000, c'était des gens de Hamas, ça reste 20 000. Pour 20 000, je sais que même un mort, c'est trop. Hein? Ouais, je ne veux pas banaliser, ça savoir. se calcule pas. Mais pourquoi, au niveau politique, médiatique, en Occident, on a autant de réactions face à Palestine? Parce qu'il y a une rentabilité idéologique à ça. C'est plus que ça, moi, je dirais pas. Il y a le fait qu'on lance des bombes et on sait qu'il y a des enfants, on sait qu'il y a des hôpitaux, puis on se justifie en disant, ben, en dessous, il y a effectivement des gens qui ont fait des atrocités en Israël. Et bon, ça a marché pendant quelques semaines. Et puis, comme parent, quand tu as des enfants, tu te dis, on va s'arrêter quand? On va s'arrêter où? C'est un peu ça le questionnement. Oui, mais... Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.